Voilà, de retour avec Pierre Hillard, toujours pour cette troisième partie. Toujours sur le mondialisme, l'atlas du mondialisme, je le remontre encore. Et dedans, voilà, vous allez retrouver tout un tas de cartes, de documents, voilà, tout est répertorié, tout est sourcé. Presque 600 notes de bas de page, et à la fin du livre, vous avez toutes les sources pour les cartes, les 92, 93 cartes, voilà. Et à propos de cartes, alors on a beaucoup parlé de l'Europe, mais il y a un pays, parce que en fait, le virus du mondialisme, ce qu'on comprend, c'est que c'est général. Ah oui, ça, on est tous concernés. On est tous concernés. Mais il y a un pays, et là on y pense moins des fois, mais c'est les États-Unis. Et eux aussi sont soumis. Ils ont cette chance. À ces grands bouleversements, en particulier avec des projets qui sont de restructuration en fait des États, et puis jusqu'à l'ALENA d'aujourd'hui, qui est une espèce de CE version américaine, nord-américaine. Ouais. Alors, le coup des États-Unis, c'est intéressant parce que, donc d'abord, les États-Unis, c'est la création du colonialisme anglais. Vous avez eu des rivalités au sein des élites anglaises et américaines. Et vous avez par exemple dans la première moitié du 19e siècle, ce président américain, Andrew Jackson, qui a tout fait et obtenu que la banque américaine ne soit pas privée, soit sous le contrôle de l'État. Et d'ailleurs, il a demandé à ce qu'on mette sur sa tombe « J'ai tué la banque Oui. ». Ouais, c'est un coriace. C'était, je ne sais plus, il avait un surnom, le chêne, je ne sais plus quoi. Enfin, bon. Et la création de la Fed en 1913 est une révolution puisque c'est une banque privée et qui fait que l'émission monétaire dépend du privé et de groupes oligarchiques en lien avec la City. Bon. Et dans cette idée de gouvernance mondiale qui se prépare déjà durant la Première Guerre mondiale avec le président Wilson et son bras droit, son éminence grise, le Colonel House, qui vont être à l'origine de la création du CFR, enfin le Council on Foreign Relations, pour les États-Unis, et Chatham House, l'équivalent, mais pour le Royaume-Uni, vous avez déjà des ébauches d'État mondial avec la SDN. Et une chose, car il faut en parler avant de parler du régionalisme, quand j'étais en classe, en troisième, seconde, etc., on nous parlait toujours des 14 points du président Wilson, de la SDN, et on disait toujours, dans les bouquins d'histoire, les profs disaient toujours, que les États-Unis avaient refusé d'intégrer la SDN. Bon, d'accord, très bien. Mais ne donnez pas la cause. Et une règle d'or, quand on s'intéresse à un fait, on s'intéresse à la ou aux causes. Et je donne les causes, les explications pourquoi les États-Unis n'ont pas intégré cette entité supranationale qui était la SDN, une sorte de pré-gouvernement mondial, parce que ce sont des choses qui se préparent sur des dizaines d'années. Eh bien, vous avez je crois que ce sont deux sénateurs américains, l'un qui s'appelait Lodge et l'autre Borah, qui vont tout faire et obtenir pour que les États-Unis n'intègrent pas la SDN. Pourquoi ? Parce que dans le corpus de la SDN, vous aviez, je crois que c'était l'article 10, qui stipulait que tous les pays membres de la SDN devaient porter secours à un État s'il était attaqué. Une sorte d'entraide. Et donc, ces représentants américains ont dit, mais si nous, Américains, à cause de cet article 10, on a un membre de la SDN, si nous, Américains, on est membre de la SDN, mais qu'il y a un État de la SDN qui est attaqué, nous devrons l'aider militairement, donc aider un pays qui, aussi bien, ne représente aucun intérêt financier et politique pour nous. Et c'est eux qui ont empêché que les États-Unis rentrent dans la SDN, qui était une préparation pour une gouvernance mondiale. Il ne faut pas se leurrer. Bon, ça a échoué, ils ont relancé ça avec l'ONU. Bon. Mais dans cette préparation, et je montre ça dès les années 30 avec la crise de 29, chose très intéressante, la crise de 29, c'est donc une crise magistrale, financière, une grande misère, et dans le malheur, on peut imposer des choses qu'on ne peut pas imposer en temps de paix, de sérénité, de bonheur, de prospérité. Et dès les années 30, dès 1934, ils vont mettre en place, enfin les élites américaines, les États-Unis en 12 blocs régionaux. Je rappelle que les États-Unis, à cette époque, étaient constitués de 48 États. Maintenant, c'est 50 parce qu'il y a eu l'Alaska et les îles Hawaï dans les années 50 qui ont fait que c'est maintenant 50 États, mais à l'époque 48, donc 12 blocs régionaux avec un super gouverneur dépendant du président des États-Unis. Puis vous allez avoir en 1935, les États-Unis, il y a toujours des projets de remaniement qui vont être subdivisés en 9 blocs régionaux appelés départements, comme pour les révolutionnaires français, avec cet esprit de jacobinisme et de centralisme, où chaque dirigeant de ce bloc dépend du président des États-Unis. Bon, arrive la Seconde Guerre mondiale, vous avez encore des projets dans les années 50, mais celui qui va véritablement
bouleverser le corps interne administratif américain en vue d'une gouvernance mondiale, c'est le président Richard Nixon, avec un document qui est l'Executive Order 11647. Tous ces documents, je les cite dans le livre, parce qu'il suffit, j'en profite déjà pour vous le dire, chers auditeurs, de taper Richard Nixon Executive Order 11647 et vous tombez directement sur le document, parce que toutes les archives des présidents des États-Unis sont publiées sur Internet. Donc 11647 Executive Order, et qui subdivise l'État américain en 10 grands blocs régionaux avec un super gouverneur dépendant du président des États-Unis. Il y a une sorte de jacobinisme, et la chose a été peaufinée avec ensuite le président Carter. Il y a eu un moment de blocage avec le président Reagan, et puis ça a repris ensuite avec Bush père, Bush fils, et Obama a vraiment finalisé le projet. Et ça va très loin parce que ces États-Unis développés et organisés en 10 blocs régionaux, eh bien cela concerne par exemple la FEMA. La FEMA, c'est cet organisme qui est chargé de gérer tous les problèmes en tout genre assaillant donc toutes les crises. Toutes les crises. Et la carte de la FEMA s'appuie sur 10 blocs régionaux, inspirés déjà donc du fameux Executive Order 11647 de Richard Nixon. Et ce qui est vrai pour la FEMA l'est aussi dans le domaine de la protection de la nature. Aux États-Unis, sont subdivisés en 10 blocs. Voilà. Et chose intéressante, ces choses-là ont été peaufinées, en particulier avec le président Obama, parce que la FEMA, c'est aussi pour gérer des situations de crise, attaques terroristes, etc., et crise financière qui va arriver dans quelques temps, et permettant l'instauration de la loi martiale. Et ce président Obama, alors j'ai mis le document et la référence officielle, a mis en place un document qui stipule, je le cite, que toute personne peut être mise en détention dans le cadre de la loi martiale jusqu'à la fin des hostilités sans procès. J'ai même mis la version en anglais, without trial, under the end of the hostilities arise. Voilà. Donc en fait, ces blocs régionaux, ces 10 blocs régionaux dépendants de l'autorité du président des États-Unis, sont là pour, en période de crise, mais crise violente, de verrouiller le corps américain aux dépens des libertés fondamentales et avec des mesures répressives, puisque en cas de crise violente, ces citoyens américains peuvent être arrêtés à tout moment, sans procès, without trial. Voilà. Donc il faut voir, voyez-vous, je disais, on parle des Allemands, il faut toujours faire la distinction entre le peuple allemand, victime, et les élites oligarchiques allemandes, qui, elles, sont à la pointe dans la construction européenne. Mais il faut penser aussi au peuple américain, victime, et les élites américaines, qui, elles, sont mondialistes. Alors vous allez me dire, Trump, tiens, on va en parler. En fait, le mondialisme, et j'en parle aussi, il se subdivise en 2 branches. Vous avez le mondialisme planétarien et le mondialisme unilatéraliste. Le mondialisme unilatéraliste, c'est le mondialisme de la gouvernance mondiale voulu par les anglo-saxons jusqu'à Obama, où en gros le monde est organisé au bénéfice des intérêts anglo-saxons et les autres pays n'ont que les miettes. C'est ça. Le mondialisme planétarien, c'est le mondialisme défendu par Poutine. Et c'est très intéressant, le fameux discours très structuré que Poutine, j'ai mis la référence a prononcé en 2014, où il dit qu'il veut un nouvel ordre mondial, en toutes lettres, politique, économique, juridique, avec des unions régionales, avec une interdépendance, le tout dans le cadre d'un l'ONU organisé et modernisé. Et il dit dans ce discours vraiment extrêmement profond, passionnant de 2014, le problème, nous n'arrivons pas à nous entendre avec les anglo-saxons dans le partage des intérêts. Eux, ils veulent tout le gâteau. Avec l'arrivée de Trump, certains ont cru qu'il voulait renverser cette tendance des administrations précédentes, Obama, Bush, etc. Alors, en fait, au sein du monde anglo-saxon, vous avez 2 grandes factions. Vous avez la faction qui veut les États-Unis, le monde anglo-saxon, à la tête du projet de la gouvernance mondiale, et puis l'autre faction qui veut des États-Unis relativement forts, mais pesant quand même d'un certain poids dans la gouvernance mondiale, mais avec une répartition plus ou moins équilibrée des intérêts de chacun. Et avec toute la prudence, parce que
d'ailleurs je l'écris même dans le livre, l'administration Trump, soutenue par Kissinger, semblerait se ranger vers une forme d'organisation, enfin souhaiterait s'engager dans une répartition équitable des intérêts. Je dis bien semblerait, parce qu'en fait vous avez des pressions terribles de la partie adverse, et en particulier les néoconservateurs. Et Trump l'a dit il y a 1 mois et demi, 2 mois, dans le Wall Street Journal, il a résumé la situation en disant « Je suis nationaliste et globaliste ». Très intéressant. En fait, il dit nationaliste, faire des États-Unis un État solide, pesant lourd, dans un monde globalisé. Alors, chose très intéressante, l'importance de l'étude du judaïsme, avec ses répercussions politiques, relations internationales, il faut comprendre pourquoi. Parce que vous avez, face à Trump, Poutine. Poutine qui est soutenu par une communauté juive, les Lubavitch, de Ber el-Lazar. Et cette communauté est extrêmement importante. Et comment il s'appelle, Poutine, est vraiment engagé auprès de cette communauté juive, Lubavitch, au point que dernièrement, je lisais ça, il a versé 1 mois de son salaire à la construction du musée du judaïsme Lubavitch. Voilà, c'est entre autres. Et vous avez du côté Trump, sa fille, Ivanka, qui est mariée à un juif, Jared Kushner, qui appartient au mouvement orthodoxe aussi Lubavitch. En sachant que vous avez en plus des variantes dans ce milieu-là, parce que tout n'est pas bloc monolithique. Et il y a des tentatives d'entente entre ces milieux Lubavitch côté américain autour de Trump et Lubavitch du côté de Poutine, avec malgré tout aussi des dissensions internes. Mais vous avez aussi des factions juives qui s'opposent violemment, méchamment, et c'est la faction Rothschild, libéral-libertaire, à ce rapprochement, d'où les bagarres internes. Et comment ces bagarres peuvent être vues et constatées? Rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de cette bagarre à mort entre d'un côté les sionistes français, anglais, américains, face aux sionistes allemands, qui voulaient la même chose, mais simplement l'un, foyer juif en Palestine, sur la direction de la cité de l'autre, sur la direction de Berlin. Là, actuellement, on est dans la phase finale où il y a une volonté de créer un grand Israël, des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil. Et j'ai la carte de Theodor Herzl, volume 2, page 711 de ses carnets personnels, qui, c'est toujours très intéressant de le rappeler, important de le rappeler, c'est que ce mouvement sioniste qui se disait officiellement laïque, en fait, Theodor Herzl, en présentant cette carte, s'appuie sur une référence biblique de la Genèse, 15-18, où Dieu dit qu'il donne la terre du Nil à l'Euphrate. Donc en fait, le sionisme, en fait, c'est un paravent laïque, mais c'est un fond religieux, avec reconstruction du temple, etc. Donc actuellement, vous avez une tentative de création d'un grand État d'Israël qui passe par la parcellisation des États musulmans, l'Irak, la Syrie, etc. L'Arabie Saoudite, avec les liens particuliers avec le Qatar, ce sont des frères ennemis, l'Iran chiite, enfin bref, ils se tapent entre eux. Et ce que j'ai pu montrer, vous allez voir le lien avec le monde Lubavitch et juif en général, ce que j'ai pu prouver, c'est que ce qui se passe actuellement au Proche-Orient est intimement lié à ce qui se passe en Ukraine et en Crimée. On peut s'étonner pourquoi. À l'origine, vous aviez une communauté turcophone, 7e, 8e, 9e siècle, qui va se convertir au judaïsme, les fameux Khazars, qui occupaient en gros la zone géographique, le milieu de l'Ukraine au niveau de Kiev, tout l'est de l'Ukraine jusqu'à la mer Caspienne et la Crimée. Et la Crimée, vous aviez même une présence juive, on a trouvé des menorahs en Crimée, à la péninsule du Kertch en particulier. Bon. Eh bien, vous avez des rivalités entre factions juives qui considèrent ce territoire ukrainien et la Crimée comme une seconde Judée. Et certains disent que le véritable territoire des Juifs, ce n'est pas le Grand Israël, mais l'Ukraine et la Crimée. Et j'ai mis les documents israéliens en langue anglaise qu'on peut retrouver, qui dit qu'il faut en fait favoriser une migration juive vers l'Ukraine et la Crimée. Pourquoi ça doit être revivifié? Et donc vous avez des bagarres entre clans juifs, avec certes des raisons d'ordre énergétique, oléoduc, gazoduc, raisons stratégiques, le fait qu'il y ait deux bases militaires sur la côte syrienne russe
Pourquoi? Certes, c'est pour combattre certaines choses au Proche-Orient, mais aussi pour avoir un pied-à-terre devant l'immense réserve de gaz qui se trouve au large des côtes israéliennes, syriennes, chypriotes, les réserves de gaz du Tamar et du Léviathan. Colossal. Donc chacun veut la part du gâteau. Il y a du fric derrière tout ça. Il y a aussi des rivalités d'ordre spirituel. Certains estiment qu'il faut mettre plutôt le paquet sur le Grand Israël. D'autres disent plutôt le côté ukrainien et Crimée. Et tout ça, c'est lié à l'histoire des Khazars, et entre autres, il est même dit que ce territoire khazar, à un moment donné, s'est étendu jusqu'à la Lituanie actuelle, Vilnius, qui a été, à la fin du XIXe siècle, un grand centre du judaïsme, avec la création du Bund, qui allait donner ensuite le Parti communiste, etc., les mencheviks et compagnie. Donc, en fait, il faut bien comprendre, il faut jongler avec des intérêts purement matériels, mais aussi des rivalités spirituelles. Ils se tapent entre eux. Vous avez en particulier un document que je cite de 2014 où ce document israélien dit « Les Juifs ukrainiens, donc soutenus par l'Occident, sont en guerre contre les Juifs russes. » Lubavitch qui soutiennent Poutine. Et il explique pourquoi. J'ai repris les passages clés. Ce sont des bagarres entre clans juifs pour des raisons d'ordre spirituel, politique, énergétique. Il y a un gâteau à se partager, mais aussi des zones géographiques considérées plus importantes que d'autres pour le Grand Israël, ou plutôt l'ancien territoire khazar. Pour avoir fait plusieurs émissions en fait, sur la situation au Donbass, il a bien été établi qu'on trouvait effectivement une faction juive des deux côtés qui finançait à la fois du côté russe et à la fois du côté ukrainien. Se tapent entre eux. Ouais. Et surtout que, d'autant plus presque incompréhensible du côté ukrainien, puisqu'ils soutiennent aussi des groupes nazis. Oui, qui est d'un illogique quand on sait le passage à tabac particulièrement violent de la Seconde Guerre mondiale. C'était bon. Mais pour aller dans le sens de ce que vous dites, mais complètement. En fait, je ne fais que reprendre des documents officiels de la presse israélienne qui expliquent, et ce sont même pas des journalistes qui écrivent ça, ils font venir, des spécialistes qui expliquent pourquoi il faudrait... Alors c'est une faction, mais qui s'oppose à d'autres. Ce sont des rivalités internes. Et donc, bien comprendre que ce qui se passe au Proche-Orient, c'est lié à l'Ukraine et la Crimée. Qui aurait cru? Oui. Ça ne vient pas à l'esprit comme ça. Parce qu'il y a aussi une dimension quand même géostratégique de contrôle de cette partie-là, de Heartland, le fameux Heartland des Britanniques. Voilà, en fait, vous avez, ça c'est Mackinder qui, au début du XXe siècle, avait établi l'île mondiale, l'Eurasie pour faire court, et puis les territoires périphériques. Et le monde anglo-saxon a la hantise de voir ce monde eurasien unifié. Parce que ce serait un bloc d'une telle puissance politique, économique et démographique, le monde anglo-saxon serait évincé. Et toute la bagarre actuellement se situe entre, en gros, la Turquie et les côtes du Yémen, donc entre les deux, Syrie, Arabie Saoudite, Qatar, Iran, ou en lien avec la route de la soie, les corridors énergétiques, les ponts, les routes, les autoroutes, les passages de bateaux, eh bien, vous avez un partage du gâteau, chacun veut sa part, et il y en a qui tapent plus que d'autres. Et c'est ça le truc. Alors, intéressant, un titre d'information, la route de la soie, depuis 2013, enfin depuis les années 2010, a un nouveau nom. C'est un sigle en anglais, OBOR, O-B-O-R, pour One Belt, One Road. Une ceinture, une route. Alors j'en parle aussi dans le livre. C'est ça que j'ai essayé de faire dans ce livre, de réunir les différents morceaux du puzzle politique, administratif, juridique, énergétique et spirituel, en montrant que tout ça c'est lié et qu'il y a des factions entre elles qui se tirent dans les pattes pour la part du gâteau. Et elles n'arrivent pas à s'entendre pour le moment. Et leur objectif, pour bien le rappeler, le projet global, est d'en terminer avec les organisations traditionnelles telles qu'on les connaît, comme les nations, pour arriver à des espèces de gros blocs supranationaux. Voilà, des blocs régionaux. Des blocs régionaux. Alors, il y a une ironie, c'est que, ça me permet de rebondir, je cite Poutine, qui plusieurs fois a souhaité établir une unité géographique et politique, économique, financière, etc., avec l'Union européenne et l'Eurasie. Le fameux Eurasie. Comme il dit d'ailleurs lui-même, de Lisbonne à Vladivostok. Vladivostok, oui. Et c'est là où on peut se poser la question, d'abord une remarque, ce qu'il propose correspond exactement au livre de George Orwell, 1984, vous avez Eurasia, Estasia et Océania. Et d'ailleurs j'ai mis la carte où vous avez la partie en violet qui va de Vladivostok à Lisbonne, c'est ce que veut
Poutine, ben c'est dans 1984, et puis Océania, Eurasia, puis la zone en jaune qui est disputée par ces trois grandes puissances. Chose très intéressante, ce que propose Poutine, à l'origine, le premier à l'avoir demandé, c'est pas Poutine, c'est Gorbatchev. En 1984, devant les députés britanniques à Westminster, où il a souhaité cette unité de l'Europe et de la Russie. Alors il n'a pas dit de Lisbonne à Vladivostok, il a dit la maison commune. Donc c'est très intéressant de voir que ce que propose Poutine, c'est un projet à l'origine d'un mondialiste comme Gorbatchev, mais qui n'a pas su à son époque obtenir gain de cause. Parce qu'entre mondialistes, là aussi je vous dis, il y a une guerre à mort. Donc Poutine souhaiterait donc établir ce bloc unifié de Lisbonne à Vladivostok, mais il y a une chose qui devrait quand même faire réfléchir, c'est que le monde russe condamne avec raison le caractère décadent de l'Occident, mariage pour tous, GPA, on est gâté de ce côté-là. À partir du moment où on établit un bloc unifié de Lisbonne à Vladivostok, on établit une liberté de circulation des biens, des hommes et des idées. Et donc la vérole occidentale que Poutine et ses amis condamnent, ils vont, avec la libre circulation, ils seront balayés. Ouais. Ils vont se faire contaminer. Et il ne faut jamais oublier cette vérité première, la merde est contaminante. Donc, on a envie de dire, pour quelqu'un qui défend des valeurs, mais moi je ne sais pas, mais je bloquerais tout de suite, je dirais, oh là là là, je vous laisse m'insérer dans votre jus, moi il est hors de question. Est-ce qu'il ne veut pas faire l'inverse? Je pourrais prendre c'est-à-dire dire, moi, justement, en faisant cette unité-là, je vais imposer justement aux Européens mes idées plutôt, et c'est eux qui vont changer de sens. L'Occident est tellement décadent que ça peut se faire que dans la guerre. Les millions de Français, d'Italiens, d'Allemands, Danois, d'Espagnols vont pas accepter ça. Vous savez, la révolte des gens pourris qui refusent aucune contrainte, je vois difficilement... voilà. Et puis, il y a une chose. Voyez-vous, je vais reprendre une expression biblique de saint Paul. Saint Paul disait... lui, l'ancien juif réellement converti au catholicisme, au Dieu trinitaire, il disait les juifs ennemis de tous les hommes. Il y a même un autre, je crois un espagnol, l'évêque Saint Isidore de Séville, qui disait, en parlant des juifs, ministre de l'Antéchrist. Ça, ces formules, je les ai utilisées en mettant les références, évidemment, dans l'avant-propos que j'ai fait pour Chronique du mondialisme. S'ils le disent, c'est que, en fait, les juifs défendent un autre projet, qui n'est pas celui des gentils, des non-juifs. Et on peut dire que ce n'est pas un bon point pour Vladimir Poutine de s'appuyer sur un clan juif, les Lubavitch, qui par essence défend des projets qui tôt ou tard condamnent le peuple russe, non-juif. Enfin, bien comprendre que les juifs ont un projet pour eux qui n'est pas le même pour les non-juifs, qu'ils soient français, italiens ou russes. Et donc, que Poutine s'appuie sur le clan des Lubavitch, il devrait se dire, mais attention, le projet défendu par ces gens-là, il met le peuple russe comme simple prosélyte de la porte, c'est-à-dire comme de simples fidèles dans l'organisation mondiale. Les Juifs doivent être au sommet de cette organisation. Donc, on peut se poser la question, pourquoi Poutine s'engage dans cette voie-là? Il devrait être plus prudent. C'est pour ça qu'il a pris, on lui a reproché d'avoir pris une loi similaire à la loi Guesso. Il y a des choses de ce style-là, effectivement. Et le fait qu'il est intimement lié au monde Lubavitch, Ber el-Hazar, oui, il le soutient. Bien comprendre que le judaïsme talmudique, qu'il convienne aux juifs, je veux bien, mais je ne fais pas, enfin, il n'y a pas d'injure de ma part en constatant le fait que, en lisant Gershom Scholem, c'est incompatible avec les civilisations chrétiennes, même complètement déchristianisées de l'Occident, mais que si on veut vraiment bien cerner le problème, si on s'allie aux juifs de Ber el-Hazar comme le fait Poutine, tôt ou tard, l'idéal juif talmudique se retournera contre le peuple russe, pardon. Donc on devrait dire à Poutine une prudence. Son alliance ne peut être que sur une courte période. Sur le long terme, le peuple russe doit devenir un peuple de simples fidèles sur le seuil du temple, rénové, avec un peuple supérieur, le peuple juif, le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non juive. Donc,
Mais cette vision un peu messianique des choses, est-ce qu'on peut l'attribuer qu'à une élite juive, ou alors on peut dire qu'elle est un fondement de la communauté juive? C'est le socle du judaïsme, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Christ comme le Messie, fils de Dieu incarné. Ils attendent toujours, et d'ailleurs ils attendent tellement que le 23 septembre 2012, vous avez eu cette fameuse prière de toutes les communautés juives du monde pour l'appel du Messie, du Messia, vidéo qui peut être vue sur YouTube. Et d'après les quelques échos que j'ai eus, certaines communautés, enfin certains représentants juifs disent qu'en fait le Messie est sur le point d'arriver, qu'on est dans une période pré-messianique. Ce qui est assez logique, parce que le fait d'avoir fait cette prière du 23 septembre 2012, ça veut dire quoi? C'est qu'ils estiment que l'organisation du monde, d'un point de vue spirituel et temporel, est suffisamment avancée selon les normes rabbiniques pour être couronnée par leur Messie. C'est ça la logique de leur système. D'accord. C'est une croyance, ça reste une croyance. C'est ce qu'ils disent. Ça reste une croyance. Et aussi, est-ce que, il y a une question que je voulais vous poser, est-ce que, philosophiquement, on peut se demander si le fait de l'avancement des technologies, justement, qui force la mondialisation, est-ce que, de fait, elle ne force pas aussi un peu la main du mondialisme, même si des gens ne n'œuvraient pas derrière? Alors, en fait, qu'il y ait des possibilités de rencontres et de contacts plus faciles grâce à l'avion, en voiture, qu'à cheval autrefois. C'est sûr, les contacts favorisent, les moyens techniques favorisent des contacts plus fréquents, plus rapides avec des Chinois qu'il y a 100 ans, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'il y a des contacts plus fréquents qu'on doit obligatoirement se dissoudre. Quand on est l'héritier d'une civilisation, on a à cœur, si on a reçu une éducation formée, évidemment, de défendre sa civilisation, ce qui n'empêche pas d'avoir des contacts harmonieux et d'apprécier d'autres civilisations, d'autres coutumes, mais de là se dissoudre, au même titre qu'on ne se marie pas avec tout le monde, on ne se mélange pas avec tout le monde, on fréquente quelques amis, on ne fréquente pas l'humanité entière parce qu'il y a des gens avec qui on ne s'entend pas. Ou même sans même s'entendre, on ne peut pas nouer de véritables liens, donc il y a tous les degrés. En fait, il y a une volonté de profiter des moyens techniques pour accélérer le processus, mais il y a aussi le fait que la technique pousse à favoriser ce qu'ils appellent le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est-à-dire créer un homme nouveau grâce à la science. Et à l'origine, c'est le golem. Le golem lancé par un rabbin au XVIe siècle, le rabbin Leuve, qui avait créé un golem, qui avait une silhouette humaine, qui avait une force prodigieuse, avec des pouvoirs magiques, et qui était officiellement, qui devait obéir à son maître. Mais parfois, le golem... C'est la créature de Frankenstein. Voilà, qui désobéit. Et ce golem, c'est très intéressant parce qu'il y a un article qui est publié sur le site Retour aux sources, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un article d'actualité juive, qui explique que Dark Vador, que le film donc Star Wars, s'est imprégné de littérature et de mystique juive, et que Dark Vador a des inscriptions en hébreu sur sa poitrine sur ce qu'ils appellent un Oshen. Oshen, c'est un pectoral qui se trouvait sur la poitrine du grand prêtre Aaron du temps de l'Ancien Testament. Et cet article d'actualité juive, donc je ne fais que reprendre ce texte, précise qu'il y a dans ce texte sur la poitrine de Dark Vador le mot golem inversé. C'est l'actualité juive qui le disent. Alors, ils peuvent mentir, peut-être qu'ils ont fabriqué, mais enfin, je pense que, vu que c'est une revue essentiellement pour des adhérents juifs, et puis si vraiment le journaliste a menti, on peut le poursuivre pour divulgation, en tout cas de nos mensonges, contre-vérité. Donc c'est très intéressant de voir que même là, on retrouve le mot golem, et le transhumanisme, voulu par exemple par cet Américain d'origine sud-africaine qui s'appelle Elon Musk, c'est de créer un homme nouveau, avec une technique et un monde affreux. Transhumanisme qui finalement est un golem amélioré et qui sera réservé surtout à une élite financière. C'est ce qu'on voit dans le livre de Huxley, Le meilleur des mondes. Vous avez tout un dégradé d'humains très cons, moyennement intelligents, super intelligents. Et évidemment, ceux qui sont super intelligents ont les moyens. Bon, en fait, tout a été annoncé. Et on y va. Et on se dirige. Alors, aussi question, parce que là, on a parlé justement de ce délitement des civilisations en Europe, mais est-ce que c'est valable pour l'Asie, par exemple, pour les Chinois? Est-ce qu'ils sont aussi atteints par nous, par cette maladie du mondialisme que nous Ils sont atteints de la maladie
qui est une conséquence du mondialisme, le matérialisme. Et c'est intéressant parce que les Chinois, en fait, sont passés en quelques dizaines d'années de la pauvreté à l'extrême abondance, avec quand même une forte nuance, parce que sur 1 milliard de Chinois, vous avez en gros 300 millions de Chinois, surtout les Chinois de la côte, qui ont une aisance correcte. Évidemment, vous avez quelques millions de Chinois qui sont très riches, et le reste, les 700 millions à peu près, qui vivent durement. Et ce qui est frappant, c'est que, et j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes ayant vécu en Chine, les Chinois ont l'esprit complètement vérolé par le matérialisme, la jouissance à l'extrême des biens de ce monde, et ça se traduit. Alors d'abord, ça a été la politique de l'enfant unique, avec un enfant mâle, parce que souvent les enfants, les bébés filles étaient supprimés, donc une pyramide des âges étroite, et en plus avec un excès d'hommes par rapport aux filles. Et ces enfants uniques, jouisseurs, matérialistes, vont refuser de financer les millions, pour ne pas dire les dizaines de millions de Chinois retraités par un égoïsme effréné. Et ça se voit de plus en plus. Et donc, ce mondialisme, c'est quoi? C'est un égoïsme, c'est la jouissance, c'est du mai 68, version chinoise, mais ils vont le payer cher parce qu'ils ont supprimé la loi de l'enfant unique, mais c'est pas ça qui va relancer la natalité, parce que les Chinois ne veulent pas faire d'enfants. C'est ça qui est frappant. Tous ces pays-là, que ce soit le monde asiatique ou le monde européen, ils ne font plus d'enfants. Voilà, il y a toujours eu des célibataires, mais là, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Mais il y a en plus, alors, ce qui fait très très peur, en tout cas pour ceux qui envisagent l'avenir démographique, c'est justement un monde européen avec une courbe de la démographie qui est complètement à la baisse, mais en revanche, un monde subsaharien africain qui est lui en pleine explosion totale. Alors, oui, alors ça, j'en parle aussi. Et toujours avec, si je puis dire, ma marotte, de chercher les origines profondes. Et ces origines, on les trouve en particulier de mondes sans frontières et de populations mélangées dans un livre que j'ai lu. L'original est scanné sur le site Gallica, pour vous dire, comme c'est complotiste à mort. C'est le livre du révolutionnaire Anarkazis Klotz, La République universelle, qui est la version XVIIIe siècle pour dire gouvernance mondiale. Bouquin qui est sorti en 1792. Et il faudrait que je lise, parce que j'ai pris les points clés, c'est le chapitre 7. Je demande aux personnes de patienter, parce qu'il balance des trucs absolument extraordinaires. Et je vais essayer rapidement de retrouver les passages, parce qu'en fait, il annonce ce qu'on va connaître, c'est-à-dire une gouvernance mondiale, une population mélangée et l'influence hébraïque. Et il faudrait que je retrouve le passage et je ne le trouve plus. Ah si, je crois que c'est le chapitre... Ça c'est le portrait masque mortuaire de Martin Luther. Martin Luther, on est le 5e centenaire des 95 thèses de Wittenberg. Ça, c'est l'original, je peux vous le dire, parce que je l'ai obtenu grâce à des photos. Le masque mortuaire de Martin Luther est à Halle, avec ses mains complètement crispées. Elle n'est pas beau à voir. Hein. Je vais essayer de vous retrouver le passage. Évidemment, bon, on ne va pas perdre de temps comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il dit dans ce document, dans ce livre de 1792 ? Un monde sans frontières, avec une mystique, où il dit, avec des blocs continentaux, alors il ne dit pas blocs continentaux, il dit et l'Europe, et l'Afrique, et l'Asie, et l'Amérique, tout ça dans le cadre de Philadelphie, c'est la formule ésotérique pour la gouvernance mondiale, un monde extraordinaire, et il part de nos amis hébreux qui vont apporter toute l'aide nécessaire à l'épanouissement de cet idéal. Très intéressant. Et j'ai cité en particulier un autre livre qui est méconnu. J'ai lu la version en allemand et j'ai mis les passages clés en français, de Richard de Coudenhove-Kalergi, le fameux Praktischer Idealismus de 1925, qui explique qu'il faut mettre en place une population métissée, négroïdo-asiatique. Alors, le métissage est une chose naturelle quand ça se fait entre un homme, enfin un noir, un blanc, une blanche qui est amoureux. Voilà, il faut bien comprendre, il y a le métissage normal, l'amour véritable entre
un Chinois, une Française. Mais là, c'est plus l'amour véritable, c'est une idéologie où tout le monde doit être métissé. C'est différent. Entre le cas, bon, ben, il s'aime, voilà, très bien, en sachant quand même qu'il vaut mieux se marier aussi avec un fond religieux et philosophique commun, parce qu'on n'est pas que d'amour et d'eau fraîche. Mais il y a le métissage normal, et puis il y a le métissage idéologique, où on doit faire la bouillie de tout le monde. Et il le dit, et il dit à un moment donné, comment il s'appelle, Richard Kounine-Kalergi, qu'à la fin, l'Europe, en fait, ce qu'il veut, c'est d'abord créer une élite avec un métissage entre les élites aristocratiques et juives. Deuxièmement, il dit qu'il faut un mélange de population où l'esprit brahmane et l'esprit des mandarins prendra la place et prendra le dessus sur l'esprit chevalier. En fait, il écrit en toutes lettres, qu'il faut une orientalisation de l'Europe. C'est dans le bouquin, les passages, les références. Et donc, c'est la destruction de l'Europe. Et Richard de Kounine-Kalergi, qui va être en particulier financé par Max Warburg, on en a parlé tout à l'heure, qui va être le fondateur de la Pan-Europe. La Pan-Europe, la fameuse. Et quand il mourra en 1972, son successeur sera Otto de Habsbourg, présenté par qui? Par le président Georges Pompidou, un ancien de la Banque Rothschild, président Pompidou qui dans les années 60 était le trésorier de la Pan-Europe France, vous voyez, ça je raconte tout ça dans le bouquin. Eh bien, le Richard Kounine-Kalergi était imprégné de gnose. Et dans son livre, Praktischer Idealismus, quand il parle du christianisme, c'est la gnose à plein nez, il dit que le christianisme, c'est un judaïsme régénéré. Et ça, c'est la gnose. Donc on voit bien comprendre que le fait de créer une gouvernance mondiale, mélange de populations, mélange de religions, une hiérarchie des populations, les élites juives, les non-juifs, une gnose, la Kabbale, tout ça, ça a un impact politique, économique, psychologique, affectif. Et la finalité de tout ça, on ne va pas tarder à le voir normalement, puisqu'en 1988, vous avez eu la fameuse revue The Economist, qui appelait à la mise en place d'une monnaie mondiale, appelée Phénix, avec la couverture de l'oiseau sortant des flammes et des cendres de billets de marques, d'euros et de yens qui brûlent, et puis voilà, est prévu pour 2018. 2018, oui. Alors, chose très intéressante, et j'en parle aussi parce que ça va de pair avec la gouvernance mondiale. Voyez-vous, avant de parler de la monnaie mondiale, il faut parler de l'euro. Comment l'euro a été créé? Ça a été créé à partir d'un panier de monnaies. Marques, francs, lire, pesettes, etc. Et ce panier de monnaies, de différentes monnaies européennes, ça a été le substrat pour passer à l'étape supérieure, l'euro. Eh bien, là, ils ont fait la même chose. Vous avez 5 monnaies mondiales, dollars, euro, livre sterling, yen, et la dernière monnaie qui vient d'intégrer ce panier fin octobre, début novembre 2016, c'est le yuan. Et ces 5 monnaies constituent ce qu'on appelle le panier de monnaie pour passer à l'étape supérieure, la création d'une monnaie mondiale. Alors, ils disent 2018, ils peuvent avoir du retard, hein, si c'est 2019, je ne leur en veux pas. Mais c'est révélateur, on voit que c'est le même processus, mais de ce qui s'est fait pour l'aspect européen, mais à l'échelle planétaire. Chose intéressante, toujours ces rivalités, et vraiment j'insiste là-dessus, ces rivalités entre factions oligarchiques qui se tirent dans les pattes pour le partage du gâteau et la hiérarchie. Vous avez en 2010 Strauss-Kahn, qui était le patron du FMI, qui avait pondu un rapport que j'ai publié, et les passages clés, qui proposait une monnaie mondiale, appelée Bancor. Eh bien, la faction oligarchique américaine qui défend le dollar n'a pas aimé du tout. Et on peut légitimement se dire que l'événement du Sofitel avec Strauss-Kahn, à mon avis, ça a été retour à l'envoyeur. Voilà. Ouais, parce que ça dérangeait... une faction oligarchique. C'est marrant parce que le mot Bancor, il avait déjà tenté de l'imposer à Bretton Woods. Exactement, avec Keynes. Exact, ce que vous dites est tout à fait juste. Ils avaient déjà... En fait, là c'est Bancor ou Phoenix, mais c'est un projet ancien. Je tiens à préciser une chose, pour toutes ces idées de gouvernance européenne et mondiale. Le premier, à ma connaissance, à avoir émis l'idée d'une gouvernance européenne, c'est début XIVe siècle, sous le règne de Philippe le Bel, avec un juriste français qui s'appelait Pierre Dubois, qui avait déjà élaboré une idée de gouvernance européenne. Un autre, au début du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, c'est un ministre d'Henri IV qui s'appelait Sully, qui avait élaboré une politique du grand dessein, et aussi une politique de gouvernance européenne. Bon. Mais
à ma connaissance, celui qui a évoqué l'idée d'une gouvernance mondiale, sans utiliser l'expression, mais l'idée est là, c'est toujours première moitié du XVIIe siècle, un moine français, imprégné de gnose et de cabale. Ce moine français s'appelait Émeric Crusset, C-R-U-C accent aigu, vous pouvez le retrouver sur Internet, puis il y a des ouvrages là-dessus, qui avait établi l'idée d'une gouvernance mondiale en réunissant tous les chrétiens d'Europe, donc à l'époque catholiques, protestants, orthodoxes, œcuménistes à la Vatican II, plus les musulmans, plus les juifs, plus les Chinois, les Perses et l'ajout de la Moscovie, c'est l'expression pour parler des Russes, avec monnaie mondiale, libre circulation des biens et des personnes, et comme capitale du monde, Venise. Il est vrai qu'à Venise, vous avez le ghetto juif. À l'époque, vous avez le ghetto juif qui était la grand centre, qui était la city de l'époque. Voilà. Première moitié du XVIIe siècle. C'est ça que j'essaie de faire comprendre dans ce livre, Atlas du mondialisme, les origines profondes, le déroulement et la situation actuelle qui n'est pas arrivée comme ça. Oui, qu'il y a des racines, profondes. Qui est très profondes voilà. Historiquement, quoi. Non. Que ça prend pas, parce que souvent on pourrait avoir l'impression que c'est une idée très moderne. Ah non, finalement, on repasse les mêmes chemins avec une technique en plus, des mots différents, pas toujours même. Ouais. Donc ça veut dire que ces gens-là, quand même, ils sont assez tenaces et persistants, hein, parce que quand on remonte justement à ces racines profondes, on se dit, bah, ça veut dire qu'ils œuvrent pour quelque chose dont ils ne verront peut-être pas probablement, eux, le résultat final. Oui, un exemple qui m'avait frappé, vous avez une organisation planétaire, un institut mondial pour la gestion des villes, qui a été créé en 2004, qui s'appelle CGLU, Cité Gouvernement Locaux Unis, qui regroupe 7 blocs régionaux. Et l'Union européenne étant une de ces sections régionales pour la gestion des villes. Et en fait, cet institut de 2004 est le fruit de 3 autres instituts, l'un créé en 1982 qui s'appelle Métropolis, l'autre en 56-57 qui s'appelait la Fédération mondiale des cités unies, un peu Dark Vador sur les bords. Mais l'ancêtre de tous ces instituts, c'est 1913. Le sigle en anglais, c'était IULA pour Union internationale des autorités locales. 1913. Donc déjà, 1913, en sachant qu'ils n'allaient pas voir ça de leur vivant. Révélateur aussi, l'expression Nouvel ordre mondial, je crois que c'est H.G. Wells, dans son livre La destruction libératrice, qui évoque en 1914 l'idée d'un nouvel ordre mondial, New World Order, qu'on va retrouver en 1940 dans son livre, avec le titre New World Order. Donc on voit, c'est très ancien. Donc, oui, voilà, donc c'est quelque chose qui est prégnant. Qui est prégnant. Et là, on est, si je puis dire, dans la dernière ligne droite, où vous avez un Macron qui tente de parachever avec les autres gouvernements européens, cette gouvernance européenne, avec une zone économique de la zone euro, etc. Macron, et c'est ça qui est sidérant, je vais vous dire une chose, l'élément clé, c'est se former. Si les Français avaient eu une véritable culture politique, historique et religieuse, jamais Macron n'aurait été élu. Si les Français avaient une véritable culture politique, économique, religieuse, ils auraient su que Macron était un young leader de la fondation franco-américaine de la promotion 2012. Alors je rappelle la fondation franco-américaine qui a été créée en 1976 par les présidents Giscard et Ford. Depuis 1981, ils recrutent ce qu'ils appellent des young leaders, c'est-à-dire des personnes appelées à occuper des postes élevés dans le texte, politique, économique, militaire, journalistique. Macron, alors évidemment avec les soutiens financiers multinationaux, et ils ont toujours les moyens là. Et Macron est de la promo 2012, et dans la même promo, il y a qui? Il y a Édouard Philippe, le Premier ministre. Et il faut que tout change pour que rien ne change, comme disait l'écrivain italien, Giuseppe Lampedusa. Macron succède à qui? Au young leader, François Hollande, de la promo 1996. Et qui avait un certain nombre de young leaders dans le gouvernement, voilà. une belle Cassel. Voilà, et en plus, il y avait ça, et Sarkozy avant, il y avait des... Sarkozy avant, pareil, Vauquier, etc. Voilà. Enfin, il y en a eu... Voilà, donc en fait... C'est interminable en plus. S'il y a vraiment une chose qu'il faut comprendre, il faut impérativement se former, avoir le système immunitaire, psychologique, moral, mental, pour ne pas se faire avoir par le système qui nous fourgue les mêmes plats avec simplement un vernis qui change. Et 90% des Français mordent à l'hameçon. Les Français ne sont pas formés, enfin c'est vrai pour les Espagnols et tous les peuples. C'est ça le drame, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce bouquin. Oui. Donc ces élites françaises complètement cooptées, complètement soumises. Bruno Le Maire, dernièrement, membre du gouvernement Macron, oui, a mis en place un système juridique qui obéit non plus à la loi du droit romain, mais à la loi anglaise, avec la langue en anglais. C'est-à-dire que la formation doit se faire en anglais, en France. Voilà, bon, bah...
mais que les Français ne se plaignent pas. S'ils avaient... Le drame, depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de formation. Je pense à des personnes comme Yann Moncomble, Jacques Bordiot, Pierre Virion, qui avait écrit, et puis Monsieur de Lassus, son fameux livre « La conjuration antéchrétienne » sorti en 1910, où lui avait tout annoncé. Mais les Français, mis à part une poignée, ils n'ont pas lu. Et je sais que ce livre, en fait, il n'est pas pour la masse, il est pour quelques hommes et quelques femmes curieux, qui vont lire, qui, j'espère, pourront le transmettre à une descendance curieuse. Mais bon, on travaille pour un petit groupe, en fait. Je vais prendre quelques questions aussi, parce que sinon ils vont... Mais il faut répondre aux auditeurs. Ils vont faire les pas tous les auditeurs, parce qu'il y a plein de questions, mais bon. Alors, on me dit bonsoir Pierre, que penser de la barrière de la langue comme obstacle à la régionalisation programmée de l'Europe? Ça sera l'anglais. Ça sera le pidgin English. Ça sera un anglais. Le globish, I am very content to see you. Voilà, bon, je caricature, mais en fait c'est ça. Ça sera un anglais trafiqué de base, avec un anglais de meilleure qualité pour les élites. Parce qu'il faut bien trouver une langue. Il n'y a pas de secret déjà au Parlement européen et dans un sens européen. Auparavant, c'était le français et l'anglais, et même c'était d'abord le français qui était la langue de communication. Maintenant, c'est plus la peine d'en parler, c'est l'anglais. Alors, ironie du sort, l'Angleterre, elle sera sortie certainement de l'UE. Oui, mais en fait, il ne faut jamais oublier que le monde anglais, et plus exactement la City, a une vision globale. Donc, l'Union européenne fait partie des plans de la City, comme l'Afrique, comme l'Amérique du Sud, comme l'Asie, et en particulier l'Asie, puisque la Chine a un rôle très important, un rôle de la soie. Voilà, donc, en fait, la sortie de l'Angleterre, c'est un réglage des intérêts politiques financiers. C'est pas un divorce, c'est un réglage. Après, il faut que ces élites, entre elles, s'entendent dans la répartition du gâteau. Je te cède ça, tu me donnes ça. D'où les bagarres. Mais sur le fond, elles sont d'accord. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est comme Trump. Trump est comment peut-on croire qu'un Trump soit antimondialiste quand on sait son parcours de milliardaire? On ne peut pas arriver à ce sommet sans montrer patte blanche. Un Trump qui a été pendant des années ami des Clinton. Il a même, je crois, il a financé un peu, oui. je crois. Trump a été financé par le juif américain, je ne sais plus, Schneersohn, je ne sais plus son nom, à hauteur de 100 millions de dollars. Enfin bref, mais c'est une faction oligarchique qui soutient Trump face à d'autres factions oligarchiques qui s'y opposent. Ce sont des guerres entre factions. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils voient le mondialisme comme un bloc. Il n'y a pas des gentils, il n'y a pas de méchants. Et quand Trump disait que je suis nationaliste et globaliste, il veut les États-Unis forts, pesant lourd dans une gouvernance mondiale. Voilà. Après, ce qu'il va réussir, ça c'est autre chose. Un petit mot d'ailleurs sur parce que tout à l'heure on a évoqué un petit peu le groupe de Milner, mais c'est parce que dans le fameux livre de Carol Quigley, ça s'arrête en fait dans les l'histoire secrète, l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, mais tout ça s'arrête en fait après la Seconde Guerre mondiale. Oui, 50-60, voilà. Ça. Mais ce qu'on peut dire, pour résumer un peu ce livre, c'est qu'il y a une énorme influence, donc à un moment donné, de ces personnes-là qui avaient aussi un projet de globalisation, puisque Cecil Rhodes, lui, il parle d'un empire anglo-américain et d'une... Oui, lui, il appartenait à cette faction de gouvernance mondiale où la base était anglo-saxonne. Il n'avait pas compris que la finalité de la gouvernance mondiale, les anglo-saxons ne sont que des outils. Un outil super moderne, d'accord, mais un outil, il a travaillé avec Nathaniel de Rothschild, qui travaillait aussi avec Milner, etc., et avec, comment il s'appelle, Theodor Herzl, et d'ailleurs c'est révélateur, petite digression, quand il y a eu la fameuse déclaration Balfour, Balfour a présenté ce document à qui? À Walter Rothschild, qui était le fils de Nathaniel Rothschild, qui travaillait avec Theodor Herzl. Donc, à chaque fois, mais il suffit de lire les carnets personnels de Theodor Herzl et les écrits d'autres spécialistes israéliens qui vous racontent ça, mais il faut être curieux. Voilà, non mais donc ça sera l'anglais. Donc ce sera l'anglais. L'anglais, enfin un anglais quand même dégradé pour... Voilà. Alors, le fanatisme religieux trouve-t-il son origine dans le divin ou son inverse? En fait, pour faire court et surtout concret, vous avez deux mondes qui s'opposent. Le monde du nouveau judaïsme, que j'appelle la nouvelle synagogue, qui s'est mis en place avec le rabbin Akiba et les autres, Anassi, etc.
Et le modèle opposé, face à qui c'est construit, c'est le monde catholique. Je ne dis pas ça parce que je suis catholique, c'est-à-dire que, par honnêteté, le Talmud se serait construit face au shintoïsme, je caricature, j'aurais dit que, bon, il faut bien comprendre, la nouvelle synagogue qui s'est mise en place entre 100 et 500, s'est construite uniquement en opposition au catholicisme. Pourquoi? Parce qu'il y a, pour ces gens du Talmud, l'horreur absolue qu'il faut anéantir, détruire, et qui n'existe pas dans les autres religions, entre l'islam, c'est qu'il y a le principe de l'incarnation. Il y a cette horreur absolue qui est que le Christ se présente comme fils de Dieu incarné. Et ça, les Juifs, enfin les dirigeants, enfin en tout cas les gens du Talmud, s'y opposent violemment parce que pour eux, c'est une aberration, c'est une insulte. Ils attendent le vrai Messie qui doit apporter la gloire à Israël. Donc cette chose-là, il faut la détruire. Le principe d'incarnation, c'est vraiment le principe d'incarnation, c'est l'élément clé qu'on ne trouve pas dans les autres religions. Il n'y a pas de principe d'incarnation dans l'islam. Donc c'est ça qu'il faut détruire. Ils ont la haine. C'est l'incarnation, c'est le truc qui bloque. C'est la kelipa. Et la kelipa qui passe, qui est donc l'impureté, qui est la kelipa suprême qu'il faut faire disparaître. Et comme ça, le roi Messie, comme le disent en toutes lettres, pourra venir. D'accord. Alors, on lui dit, Monsieur Hilard, merci pour tout votre travail. La conclusion de votre analyse est que la victoire temporelle de l'Antéchrist est imminente. Entre parenthèses, ce qui me semble évident au vu des événements. Je vous ai déjà entendu parler de mesures matérielles pour suivre au chaos à venir. Pourriez-vous développer sur ces mesures plus spirituelles? Alors, déjà, il y a une chose, c'est que je ne m'amuserai jamais à donner de date. Simplement, on peut penser qu'on se rapproche d'une période pré-messianique de tentative de parachèvement d'un idéal ancien voulu par la nouvelle synagogue. Et la fameuse prière du 23 septembre 2012 le prouve. Simplement, je peux vous dire qu'ils vont échouer. Bon, le problème, c'est qu'on va passer une période un peu agitée, et autant il faut lire, mais autant il faut aussi se préparer en ayant des filtres à eau, des réserves de nourriture, pour ceux qui peuvent acquérir des armes légalement, pas qu'ils le fassent, parce qu'on a droit de sauver sa peau, sa femme, ses enfants, etc. Voilà, il faut se dire qu'un jour, il va y avoir un événement où il n'y aura plus d'électricité. Manger, le supermarché il aura été dévalisé, parce que lorsque cette crise va arriver, ça va être le chaos, la panique, les magasins dévalisés, et il faudra se dire, qu'est-ce que j'ai dans les tiroirs, dans les placards, pour ne pas crever de faim, de froid, et boire de l'eau potable. Donc prenez disposition. C'est maintenant, la cigale et la fourmi, hein. Pensez à la fourmi, ne soyez pas cigale. Alors, on me dit aussi... Monsieur, il a un ami m'a récemment dit qu'il existerait bien un lien entre la couronne d'Espagne et la famille des Habsbourg, ce qui, selon lui, remettrait sérieusement en cause la légitimité du fameux Louis XX. Qu'en pensez-vous? Alors là, j'avoue, je ne connais pas ces liens concernant ces deux familles. Là, je ne pourrais pas répondre. Alors, vous savez, on découvre, on apprend tous les jours. Là, je ne connais pas les liens dynastiques, des liens... Oui, il y a eu des mariages, oui, il y a du mariage, mais de là à dire, là je ne peux pas répondre, je ne connais pas. D'accord. Voilà, je reviens, parce qu'il m'a fait là. Alors, on m'a posé une question aussi sur le titre voilà, le titre de... Comment dire? Du Kaiser. Voilà, on me dit, Monsieur Hilard, j'ai beaucoup cherché, mais jamais trouvé pourquoi Bismarck a refusé au roi de Prusse le titre de Kaiser von Deutschland, mais Deutscher Kaiser. Et cela est-il lié juste après à ce qui établit le Kulturkampf avec pour objectif, voilà, de détruire l'église catholique en Allemagne. Alors, pour cette histoire-là, c'est pas Bismarck, c'est le roi de Prusse qui allait donc devenir empereur d'Allemagne, Guillaume Ier, qui n'a pas voulu, pour des raisons d'ordre, peut-être de hiérarchie par rapport aux autres princes, à l'histoire de la Prusse. Bon, en fait, c'est pas capital ce genre d'information. Ce qu'il faut plutôt voir, c'est s'intéresser à la politique de Bismarck et à son banquier Bleichroeder, parce que c'est lui qui menait la barque avec Bismarck, et ce qu'a fait Bismarck, il n'a pu le faire qu'en accord avec les Rothschild. Guillaume Ier, donc empereur d'Allemagne, n'a fait que suivre. Mais quand je vois cette unification de l'Allemagne,
puisque, voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, donc l'Allemagne, c'est composé de toutes ces petites principautés, etc. Bon, tout éclate avec Napoléon. Tout va se réagréger autour de la Prusse, qui va redevenir l'État puissant. L'union douanière, le Zollverein. Voilà, la fameuse union douanière, qui va être le ciment donc de cette unification. Mais quand je fais une analogie tout de suite avec l'Union européenne, je me dis, c'est la même chose. On est en train de faire l'union douanière. C'est un Zollverein agrandi. Oui, voilà. En fait, c'est amusant ce que vous dites, parce que je l'ai écrit dans mon livre Minorité et régionalisme, dans une réédition à partir de la 3e édition, je crois, où en fait je compare l'Allemagne d'aujourd'hui à la Prusse et les autres États, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, etc., aux principautés, Bavière, Thuringe, plus ou moins développées, et qui vont se faire absorber par étapes. Voilà, c'est le même processus, mais à une échelle plus grande, à l'échelle continentale. Votre remarque est tout à fait juste. Oui, parce que c'est le même processus. On a fait l'union douanière. Ensuite, je crois, ils ont passé des accords pour pouvoir avoir des routes et des voies de chemin de fer communes. Et ça va unifier la base. Mais là, on fait la même chose avec l'Europe, parce que c'est le même processus. D'où la force des Allemands, des élites allemandes, qui ont déjà l'habitude de ce genre de choses à une échelle plus réduite. C'est dans leur gène. Ils ont fait ça déjà, donc ils savent, dans leur esprit, dans leur pensée politique et économique, le projet à poursuivre. Ils ont eu déjà un galop d'essai. Simplement, il faut le faire à une échelle plus grande. Voilà. Donc après avoir fait l'Allemagne, là, je sens que c'est le même processus. Avec une petite difficulté, c'est que c'était quand même Bavière-Saxon, en sachant qu'il y avait des rivalités entre ces groupes germaniques. C'était quand même des pays de langue allemande. Alors que là, mais le projet est le même, mais à une échelle plus grande. Oui, entièrement d'accord avec vous. C'est exactement ça. Ils y arrivent bien. Vous montrez aussi les cartes justement des routes et des axes de transport. Vous expliquez que c'est très important ces axes pour faire un peu ces espèces de colonnes vertébrales. Mais oui, parce que ces voies de communication, routes, autoroutes et corridors en tout genre, ce sont les artères des courants économiques. Donc quand on voit ces artères, on devine d'où ça part, d'où ça vient et où ça aboutit. Et donc on peut voir quelle est la puissance qui est derrière tout ça. Intéressant de voir, par exemple, j'ai une carte là-dessus, pour la route de la soie, de l'Eurasie et de tous les courants, tous les corridors économiques, voilà. Et carte qui montre et on voit ce bloc qui se met en place et la zone ici de la péninsule arabique, qui est la rivalité entre donc le monde turc et yéménite, qui est la zone disputée entre Océania, le monde anglo-saxon, et l'autre bloc, et les factions juives qui s'opposent avec le Grand Israël, la Crimée, l'Ukraine, voilà, tout ça c'est... Oui, parce qu'en plus, les deux routes, quoi qu'il arrive, passent soit par là, soit par là. Donc voilà. Donc c'est soit on sert le kiki ici, soit voilà, c'est pour parler... Non, mais c'est très important, parce qu'on voit en plus aussi, il y a ces fameuses routes qui partent du centre du Mexique et qui vont vers Edmonton. La route de Canamex. Là aussi, ce sont des routes, des corridors énergétiques, routiers en tout genre, qui partent du nord au sud ou du sud au nord, mais jamais, moins en tout cas, de manière horizontale. Et là aussi, Trump, face au Mexique et au Canada, il n'est pas contre l'Union nord-américaine. Simplement, il voudrait, et c'est toujours la même histoire, c'est le mot-clé, la répartition plus équitable des intérêts financiers et économiques. Lui et sa faction oligarchique considèrent que les intérêts politiques financiers américains sont moins défendus dans le cadre actuel de l'ALENA, donc ils voudraient reformater. Ils ne veulent pas détruire, sauf si vraiment l'entente est impossible, alors là ils cassent la baraque. Mais le mondialisme, c'est un réglage, c'est une pâte molle, il faut la modeler pour faire en sorte que chaque faction oligarchique trouve sa part et une satisfaction. Et c'est là où le bas blesse, tu me donnes ça, je ne suis pas d'accord, et on se tape dessus au nom de la liberté et des droits de l'homme. Et est-ce que le projet européen, puisqu'il serait a priori le plus complexe à mettre en œuvre, compte tenu des différences culturelles entre les pays, si l'Europe bascule et abdique, là on prend le plus noir des scénarios, donc c'en est terminé des nations, ça y est, maintenant c'est plus qu'un bloc, c'est l'Union européenne. Je veux dire, les autres blocs, ils vont être balayés à la vitesse grand V 10 fois plus vite, non? Parce que pour eux, l'unification, elle est beaucoup plus simple. Je veux dire, le bloc africain, il y a déjà une unification linguistique évidente, sud-américain pareil, etc. Enfin, là, on a l'impression que ça se fera en très très peu de temps. Surtout que, oui, si l'Europe, vraiment, on fait de la science-fiction, ils arrivent à aller jusqu'au bout, ça sera vraiment un événement important. D'autant plus, et là je le montre pour les liens économiques, l'Europe
est l'endroit où les zones économiques sont les plus intenses par rapport aux autres blocs. Donc il y a une sorte de bascule qui fera que si l'Europe aboutit vraiment à cette entité supranationale complète, eh bien sa force économique fera qu'elle basculera, enfin qu'elle favorisera la bascule des autres blocs continentaux. Et il y a une chose aussi, ce bloc européen en voie de formation, il est disputé entre le bloc nord-américain et l'Eurasie. Et entre autres, si je l'évoque, il y a cette fameuse faction oligarchique allemande, une qui regarde vers l'ouest, le monde anglo-saxon, mais une autre faction qui regarde vers l'Eurasie. On pourrait dire Schröder vers l'Asie et Merkel vers l'Atlantique, voilà, pour résumer. En sachant qu'en plus, parfois, ces gens-là peuvent peut-être changer d'avis, moyennant des pressions en tout genre. Et en particulier, je cite et je publie une carte de The Economist de 1990, donc l'Union soviétique n'est pas encore tombée, où vous avez une partie de l'Union européenne qui est détachée de l'Eurasie et accolée au bloc nord-américain. Je viens d'une partie de l'Union européenne parce que d'autres pays de l'Union européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce, sont rattachés à Eurasia. Et le monde turc, lui, est rattaché au bloc musulman proche-oriental sous le nom de Islamistan. Alors, je ne dis pas que cette carte de The Economist, c'est la carte définitive, parce qu'il peut y avoir des réglages. Mais c'est intéressant qu'en 1990, une revue si importante que The Economist balance là, avec une formule très ironique à l'anglo-saxonne, cette carte est à peine sérieuse. Donc, côté vice-là des anglo-saxons. Ils sont énormes. Alors, je vais reprendre une petite question encore. Alors, on me dit, n'y a-t-il pas un paradoxe entre le fait que le pays du Moyen-Orient où il y a le plus de juifs n'est pas Israël, mais l'Iran? Ça, je crois que c'est faux. Ah, c'est faux, oui. Une communauté... ils seront 30 000, je crois, en Iran. Oui, oui. En fait, les deux grandes communautés juives, c'est Israël et les États-Unis. Les États-Unis. L'Iran, en fait, c'est la plus grande communauté juive dans un pays musulman, mais c'est pas en Israël. C'est pas en Israël contre. Voilà, c'est pas comparable avec Israël. Bien sûr. Alors, on me dit, les Chinois sont-ils infiltrés par les sionistes? Voilà. Comment se placent-ils par rapport au sionisme? C'est vrai que, est-ce qu'ils sont influencés? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un monde quand même plus hermétique du côté asiatique à tout ce dont on a, tout ce qu'on a évoqué. Ils font partie du système dans leur engagement effréné dans le matérialisme. Voilà. Et donc, à partir du moment où le poisson est amorcé par... Ils intègrent la pensée sioniste de gouvernance mondiale. Simplement, les Chinois, le monde asiatique, veut une grosse part du gâteau. Voilà, ils ne se laisseront pas faire, en fait. Voilà, oui. En fait, ce sont des rivalités entre clans, avec des choses comme monnaie mondiale qui se prépare. Il y a aussi la dématérialisation de la monnaie. C'est-à-dire qu'une monnaie purement numérique qui fait qu'on paiera soit par portable, soit par... J'ai vu en Suède, ça a commencé à grande échelle. Et ça, pour contrôler Big Brother, va être ravi. On saura exactement qu'est-ce que vous avez acheté, où, à quel endroit, à quelle heure, enfin bref. Et le monde asiatique participe à ça aussi. Simplement, il fait partie d'un gros morceau. En fait, il y a des gros morceaux, c'est le monde asiatique, le monde anglo-saxon. Et nous, pauvres Français... Pris en sandwich, en hamburger. Quoi. Avec Macron en plus. Sauce américaine. Alors oui, question. Alors ça, c'est la grande question. Est-ce que l'islam est-il toujours le dernier rempart du mondialisme? Une citation qu'on vous a traitée. Alors, c'est vrai, je l'ai dit. Et je vais redire ce que j'ai dit lors des conférences dernières, à Nice ou à Grenoble. Les musulmans, d'abord je ne parle pas évidemment des musulmans qui se font sauter, ce ne sont pas des musulmans, avec les attentats, et souvent en plus des attentats, mon Dieu, quand on cherche un peu, on sait que c'est téléguidé par des puissances étrangères, mais je parle, du musulman basique. Les musulmans respectent encore des valeurs classiques, naturelles, qu'on ne trouve plus en Occident. Donc je reconnais, et je l'ai dit, je le redis, que les musulmans donc défendent des valeurs et c'est tout à leur honneur. Et je cite quelquefois cette expression, il est plus facile d'organiser une Gay Pride à Paris ou à Berlin, aller faire ça à Marrakech, à Alger ou Tunis. Bon courage les mecs. Bon. Mais autant je défends, par honnêteté, je dis que les musulmans défendent encore des valeurs qu'on ne trouve plus, ou quasiment, enfin très peu en tout cas en Occident, autant je dis malgré tout que dans le cas du noachisme, l'islam ne gêne pas la synagogue. Parce qu'il y a des éléments clés, Dieu unique, pas d'incarnation, Jésus simple prophète et pas de sacerdoce. Mais est-ce qu'il n'y a pas en plus, alors moi je ça, c'est un élément clé. Et je rajoute une petite dose de piment qui ne parle pas aux musulmans. Voilà. Mais est-ce que justement ça en fait pas plutôt carrément l'islam une
compatibilité absolue avec le mondialisme, dans la mesure où dans l'islam, il n'y a pas de nation. On reconnaît que la nation, c'est la Oumma, la nation musulmane. Donc, qui dit pas de nation, pas de territoire, puisqu'en plus, pareil, il y a une conception dans l'islam de je suis partout chez moi, enfin Dieu n'a pas de frontières. Donc est-ce que l'islam n'est pas justement complètement finalement compatible avec ce nouvel ordre mondial, et d'où, pour aller aussi dans le sens que vous avez dit, dérange tellement pas ce noachisme à l'échelle mondiale qu'à la limite il s'y accommode, il peut avoir sa petite place. Autant je dis que les musulmans défendent des valeurs qu'on ne trouve plus malheureusement en Occident, autant le fait de dire, en lisant en fait les livres, entre autres du rabbin Ben Amozeg, que le noachisme ne gêne pas la synagogue dans le cadre, que l'islam n'est pas gêné par, non plus exactement le noachisme, la fatigue est là, le noachisme va, convenir à l'islam en lien avec la synagogue, puisque les principes clés, et qu'en bout de course, oui, le noachisme étant la dernière marche qui précède la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, c'est un peuple juif, peuple prêtre, supérieur à tous les autres peuples non juifs, qui sont des simples fidèles ou prosélytes de la porte au seuil d'un temple reconstruit. Alors là, c'est ça qu'il faut faire pour eux, pour les élites juives. Mais et c'est ça que j'ai écrit, parce qu'il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Je ne suis pas là pour plaire. Quand je disais que l'islam défendait encore certaines valeurs, je me suis fait traiter d'islamophile. Non, c'est parce que par honnêteté. Mais en contrepartie, je constate que le noachisme, l'islam dans le cadre du noachisme, ne gêne pas la synagogue. Et là, ce n'est pas un frein au nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial peut se mettre en place avec un islam qui respecte ces 4 principes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut estimer que quelqu'un comme George Soros, qu'on va plutôt placer du côté des élites de la communauté organisée, lui, il trouve ça très bien que des millions de musulmans viennent en Europe, puisqu'il ne contrecarre pas le projet finalement global. Disons que ces millions de musulmans qui viennent en Europe vont permettre l'orientalisation d'un continent, comme le souhaitait Richard Kodanov-Guillergy, une Europe qui sera plus brahmane et de l'esprit des mandarins que de l'esprit chevalier. Mais il y a une chose, c'est que malheureusement, ces élites oligarchiques mettent de l'huile sur le feu pour aviver les tensions entre Européens et musulmans. On peut avoir des relations de courtoisie avec les musulmans, mais le problème, c'est qu'on met de l'huile sur le feu. Et je l'ai dit déjà en conférence, et je le redis, je comprends que les musulmans aient une dent dure à l'égard des Européens, et je leur demande d'avoir une dent dure surtout à l'égard des dirigeants, parce que nous, Français de base, on n'est pas responsables. Ne jamais oublier que les élites oligarchiques anglo-saxonnes et juives, parce que je pense au plan Oded-Yinon de 1982 de parcellisation du Proche-Orient, ça a flanqué une telle pagaille que des centaines de milliers de musulmans sont morts. En Irak, en Syrie, et ceux qui vivent dans des conditions matérielles atroces. Se procurer une bouteille d'eau fraîche en Syrie, en Irak, il faut voir. Les musulmans, ils en ramassent plein la gueule, il faut quand même le dire. Simplement, c'est ça qui est terrible. Ces élites vont profiter de d'abord flanquer la pagaille dans ces pays. J'ai les cartes de Ralph Peters ou de Robin Wright qui parcellisent tous ces pays musulmans. Là, le fameux projet de Oded-Yinon de parcellisation en 1982 de tout le Proche-Orient. Alors certains disent que ça a été inventé. Enfin, je dis dans ce cas-là, le Oded-Yinon, si c'est son vrai nom en plus, on peut lui attribuer le grand prix du roman d'anticipation parce que vraiment, tout ce qu'il a annoncé en 82, c'est ce qui se passe. Mais bien comprendre que les musulmans dans ces pays-là en ramassent plein la figure. Et ça est dans le sang. Après, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on va se servir de la souffrance de ces gens-là pour les balancer ensuite en Europe, et ça va créer des chocs, des drames et des guerres. Au profit de qui? Alors, le fameux choc des civilisations théorisé par Bernard Lewis en 1957. 1957. Alors, ça, parce que là, on le vit clairement, ce choc des civilisations-là. On n'est même qu'au début. On en est qu'au début. Ça monte. On en est qu'au début.
On n'en est qu'au début. Mais alors, c'est quoi? Il avait raison, il avait vu le truc venir, ou ils ont tout fait pour le faire et lui, enfin, c'est quoi? Comment il faut dire, je dois le voir? Il y a toujours eu de la part, quand on lit par exemple les livres de Cécile Rothe, Histoire des Maranes, il le dit, il y a eu des volontés de créer des chocs entre le monde musulman et le monde chrétien. Et en particulier en favorisant, avec les Dumnais, ces fameux juifs faussement convertis à l'islam, des combats entre musulmans et chrétiens. Mais il n'empêche, il force de reconnaître que lorsque l'islam a conquis à partir du 8e siècle toute la péninsule arabique, ensuite l'Afrique du Nord, enfin l'Afrique, Mashrek et Maghreb, et ensuite la péninsule ibérique, et puis ensuite jusqu'à Poitiers, 732, là c'était quand même pas des juifs qui les poussaient à la roue, même si, il faut quand même le dire, par honnêteté intellectuelle, c'est Cécile Rothe qui le dit, lorsque les musulmans sont arrivés en 711 à la péninsule ibérique, en fait l'Espagne visigothique, les juifs vivant dans cette Espagne, cette future Espagne, enfin l'Espagne visigothique, les ont accueillis à bras ouverts. Parce qu'ils faisaient déjà un double jeu en plus. Et les ont soutenu les musulmans dans leur conquête de l'Espagne. Tout à fait. C'est écrit noir sur blanc par Cécile Rothe, et voire même lorsque les troupes musulmanes continuaient leur chemin vers le nord, il y a des populations juives qui faisaient des gardes et surveillance de villes de chrétiens. Cécile Rothe qui raconte ça. Donc c'était les meilleurs alliés juifs et musulmans dans cette Espagne. Et il y a eu... Voilà, de retour après une petite coupure normalement. Technique, normalement vous n'avez pas loupé grand-chose, ça n'a pas du tout coupé trop longtemps. Donc on évoquait voilà, le cas de cette alliance juif-musulman dans le cadre de l'Espagne islamique. Alors pour ceux qui voudraient vérifier, d'abord je me suis servi de ce livre de Cécile Rothe dans l'avant-propos que j'ai fait pour le livre de Carl Quickley, Histoire secrète, le garçon anglo-américaine, pardon. Le livre, c'est Histoire des Maranes, Cécile Rothe, Rothe, R-O-T-H. Vous l'achetez sur Amazon, c'est ce que j'ai fait. Et il est factuel, et voilà. Je ne suis pas là pour plaire, je suis pas là. Les faits sont les faits, et c'est comme ça. En tout cas, dans le mondialisme, moi, ce que j'en retiens, c'est que la religion qui dérange le plus, c'est le christianisme, quand même. Alors, le catholicisme, même. Oui, parce que ce judaïsme nouveau s'est mis en place, comme je vous dis, entre 100 et 500. Et l'élément clé, peu importe les convictions des personnes qui nous entendent, bien comprendre que pour la nouvelle synagogue, l'élément clé qu'ils haïssent, c'est le mot, si je pouvais trouver un mot encore plus dur, c'est le principe de l'incarnation. Ça, c'est le truc inadmissible que la seule incarnation, pour eux, c'est leur Messie à eux, pas ce truc. Voilà. Et ce principe d'incarnation, ils ne le trouvent pas dans les autres religions. Donc, même si les autres religions peuvent présenter quelques difficultés, cet élément clé ne concerne que le christianisme. Et là, ils le disent eux-mêmes. Ouais, parce qu'on voit l'obsession constante pour détruire la religion catholique. La religion catholique doit être détruite, c'est ça? Alors, je vais vous faire une citation, d'ailleurs j'en parle dans le bouquin. Vous avez une apparition de la Sainte Vierge reconnue par l'Église, la Salette, en 1846, qui annonce énormément de choses, guerre civile, enfin bon, pour ceux qui voudront voir ce document, il est disponible. Mais la Sainte Vierge, à un moment donné, parle de l'Antéchrist. Et j'ai compris, en fait, sans le citer, elle parle de l'influence sympathéo-franquiste. Dans l'influence sympathéo-franquiste, il y a le principe, la promotion de la Vierge, qui doit transmettre une lignée messianique, permettant l'arrivée du Messie, rédempteur, pour ces sabbatéo-franquistes. Et dans cette apparition de l'Église reconnue par l'Église à la Salette, la Sainte Vierge dit à un moment donné que l'Antéchrist naîtra, je cite, de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. Et une religieuse, par définition, en temps normal, c'est une religieuse vierge. Et dans l'esprit sabbatéo-franquiste, la lignée messianique doit passer par une vierge d'essence hébraïque. Pour ceux qui voudront aller plus loin. Ouais, voilà. Pour comprendre un peu. Alors, allez, je vais reprendre les dernières questions. Allez, on me dit... bonsoir Monsieur Hillard, à cause de la mondialisation économique, la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. La propagation de cette maladie peut-elle avoir un fondement dans la politique de l'élite mondialiste religieuse? Alors, d'abord, il faut définir cette maladie.
je me suis référé à une agence gouvernementale française qui s'appelle l'AFD-PHE, Association française de dépistage et de prévention des handicaps de l'enfant, qui traite de 5 maladies, comme par exemple la mucoviscidose. Il s'agit de faire des tests sanguins aux nouveau-nés pour voir s'ils ont une de ces 5 maladies. Et en ce qui concerne la drépanocytose, alors j'en parle dans ce livre, d'abord il faut définir cette maladie. Ça concerne, c'est quoi comme maladie? Ça concerne donc tout ce qui est malformation globules rouges, hémoglobine. Bon. Deuxième point, cette maladie touche quelle catégorie de population? Et ce site dit cela concerne les populations d'Afrique noire, populations d'Afrique du Nord et les Antilles. Test obligatoire en France depuis à peu près les années 2000. Et donc, ça ne concerne pas les Blancs et les Asiatiques, sauf exception évidemment. Donc, ça concerne population noire et arabe. Bon. Depuis, donc, en gros, les années 2000, ce test est obligatoire en France et puis dans les départements d'outre-mer. J'ai publié dans ce livre le tout dernier rapport de 2015 de l'AFD-PHE pour les tests de la drépanocytose, région par région en France, au niveau de la France, la moyenne au niveau de la France métropolitaine, et puis pour les DOM-TOM. Pour 2015, il y a eu 38,83% des naissances en France métropolitaine à avoir ce test. Cela veut dire que 38,83% des naissances en France étaient des populations noires ou arabes ou métisses noir-blanc. Bon. Le chiffre le plus bas, c'est en gros 8% pour la Bretagne et presque 75% pour l'Île-de-France. Donc ça veut dire que presque 75% des naissances en 2015 en Île-de-France étaient des populations noires et arabes. Et entre les deux, 42%, 45%. Pour l'outre-mer, l'île de Mayotte, 100%. Pour Wallis et Futuna, la Polynésie française, 0,28% avoir eu le test. Donc, en fait, on a une photo de ce qui attend la France, et à des différents degrés les États européens, c'est-à-dire une population kosovare. Parce que le Kosovo était à l'origine une province serbe, c'était même, je vais dire, l'île de France serbe, c'est le cœur de la civilisation serbe, orthodoxe, et vous avez eu une colonisation musulmane, et les Serbes ont été dégagés. C'est ce qui se produit actuellement en France et au niveau européen, où vous avez une augmentation de plus en plus grande de populations qui ne correspondent pas à la civilisation du pays d'origine. La France est née du baptême de Clovis avec l'héritage gréco-romain. Et quand on reprend les propos de Koudanov-Kalergi, on assiste à une Europe orientalisée qui va devenir plus brahmane et d'influence mandarine que de chevalier. Donc il y a bien clairement un projet derrière. Il y a un projet. Déjà en 1792... Donc l'expression grand remplacement, elle est acceptable? Alors, je cite le rapport de l'ONU de 2014-2015 à la fin. Il suffit de lire le titre. Évidemment, il faudrait que je retrouve le titre de ce document. Voilà. Donc, je présente le tableau de la drépanocytose et note de bas de page 572. L'ONU est dans la continuité de pensée de ses grands ancêtres mondialistes, donc Anarkazis Klotz, Richard Koudanov-Kalergi. Signalons le rapport de 2015 de cet institut appelant au remplacement des peuples ayant une démographie faible, essentiellement les pays blancs, en favorisant une immigration massive en provenance d'ensembles géographiques pauvres. Le titre du document résume la philosophie du projet. Le titre « Nouveau rapport sur l'immigration de remplacement » publié par la division de la population des Nations Unies, et puis la référence. C'est le titre du rapport de l'ONU. Voilà, donc tous les gens qui parlent grand remplacement, c'est de la conspiration, non, etc. C'est le document de l'ONU de 2015. J'ai mis la référence, il suffit d'abord de taper le titre et vous tombez sur le document officiel. Ça, c'est... je vais vous dire, j'ai un côté flic. Moi, j'aime bien les preuves, et à chaque fois étayé. Bon. Et donc, sauf distraction de ma part, même s'il y a... Allez, je fais la publicité pour ce bouquin, mais il est possible qu'il y ait 1-2 erreurs. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui changera, j'allais dire, le cadre général, sur 600 notes de bas de page. Oui, complètement. Ouais. Donc voilà, l'affaire du grand remplacement, comme quoi tout ça fait partie aussi l'ONU. Et encore, je vais vous dire une chose, je n'ai cité que ce document. Que ce document. Parce qu'en fait, il y en a d'autres, il y a des rapports ultra développés. Et compte tenu que je devais rendre le manuscrit à une date, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc, et surtout que je souligne que le nouveau secrétaire général vient de la branche immigration. Il était
précédemment à la tête du programme. Justement, oui, c'est un Portugais, je crois. Voilà. J'ai plus son nom. Oui, ils sont logiques. Hein. C'est logique. C'est logique. Oui. En même temps, c'est logique. C'est logique. Quand on dit ça, c'est complètement logique. Allez, les dernières questions. Alors, on me dit, quel est le pouvoir réel de la reine d'Angleterre? Ça, c'est vrai, c'est intéressant. La reine d'Angleterre, elle a plus de pouvoir, en tout cas, qu'on le croit. C'est pas une reine assise, en tout cas, qui agit de la main, voilà, et qui boit du thé, et puis c'est tout. Et puis, déjà, elle a la tête d'une immense fortune. Oui. Son mari, Philippe d'Édimbourg, a été à un moment donné le patron du WWF, l'Institut pour la protection de la nature, qui est une bonne chose à la base, mais en fait c'est toujours avec le côté panthéisme, voulu par la Cabale d'ailleurs, qui a été créé par le frère d'Aldous Huxley, meilleur des mondes, Julian Huxley, pardon, qui a été le premier patron de l'UNESCO d'ailleurs. Immense fortune, elle est à la tête de la franc-maçonnerie britannique. Et c'est la personne la mieux renseignée de l'Angleterre, de toute l'Angleterre, pour tout ce qui est les coulisses du nouvel ordre mondial. Et ne jamais oublier que depuis le XVIIe siècle, il y a eu une alliance depuis Cromwell entre la monarchie britannique et les élites juives. Lorsqu'on lit le livre de Cécile Rhodes, L'histoire des marades, il vous écrit noir sur blanc que Guillaume III, je crois le chiffre c'est 3, Guillaume III d'Orange, qui s'est installé, qui va donc lancer cette dynastie britannique, a été financé par les Juifs portugais. Bon, il est écrit en toutes lettres. Bon. Donc voilà. Il y a une alliance judéo-anglo-saxonne depuis cette époque, mais que les anglo-saxons n'oublient jamais qu'ils sont les outils de la synagogue, parce que ce sont des non-juifs, des gentils, au même titre que Poutine et le peuple russe ne doivent jamais oublier qu'ils sont des gentils, des non-juifs, et que face au Lubavitch, ils seront un jour ou l'autre largués. Le gentil n'est qu'un outil. Il n'est pas légal. L'outil, c'est-à-dire... l'outil d'une politique. Oui, mais on ne va pas s'en débarrasser, quoi. C'est un outil, puis à un moment donné, il sera rétrogradé, et il faudra qu'il... Donc c'est ça qui... pourquoi Poutine, je n'y crois pas, même si c'est un homme d'une très grande intelligence, d'une personnalité hors norme, il est hors norme, Poutine. Mais c'est un grand prince, d'une certaine manière, mais un grand prince au service d'une cause qui, un jour, fera que lui ou ses descendants, parce qu'on ne sait pas la vitesse de l'exécution du projet, seront rétrogradés en tant que simples fidèles prosélytes de la porte, sur le seuil d'un temple rénové, et au-dessus, le peuple juif, peuple prêtre. Je ne fais que reprendre les propos du rabbin Ben Abozeg. C'est écrit tout en... Voilà. Ou des travaux de Gershom Scholem. Oui, parce que Poutine... Alors, je sais qu'il y a toujours... il y a deux personnages que vous avez égratignés comme ça depuis longtemps, c'était Poutine et Chavez de son temps aussi. Oui, je pense à Vincent Lapierre. Voilà, je pense... Pardon Vincent. On pense immédiatement à Vincent Lapierre dès qu'on parle de Chavez. Et Chavez, en fait, je dis ça parce qu'on découvre, alors à savoir à confirmer, mais là on est en train de découvrir un peu quand même l'envers du décor du chavisme, et qu'il y a eu quand même de la part de Chavez une volonté un peu hégémonique, personnelle, de mettre la main sur les richesses vénézuéliennes, quoi. Alors, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Vincent Lapierre. Je crois, je vais redire ce que je lui avais dit, je crois que Hugo Chavez voulait le bien. Mais il n'avait pas tout compris, en tout cas des forces qui étaient derrière, en face de lui. Même Vincent Lapierre a eu l'occasion de dire qu'il n'était pas assez, il ne serrait pas la vis, ou bien quand il voulait serrer la vis, c'était trop tard, d'une certaine manière. Je me souviens qu'un jour, Vincent Lapierre avait évoqué l'existence d'une route ou autoroute, je ne sais plus, qui devait être construite. Et puis, quelques temps après, Chavez s'est rendu compte que la chose n'avait pas été faite, qu'on n'avait pas obéi à ses ordres. Mais Hugo Chavez, je crois, a voulu faire du bien, mais voyez-vous, il y a deux choses. Il y a la raison et le cœur. Et les sentiments, qui peuvent être nobles, doivent être toujours ordonnés en fonction de la raison, qui elle-même s'appuie sur des référents religieux et philosophiques. Et le problème chez Hugo Chavez, c'est qu'il y avait sûrement un élan du cœur dans bien des domaines, mais que son intelligence n'était pas structurée par des lectures classiques, j'allais dire vieille France, en tout cas pour son pays, et ce qui fait qu'il ne pouvait pas comprendre certaines choses et se faire avoir. Voilà. D'accord. Le débat reste ouvert. Allez, je prends les dernières questions. On me dit... alors, merci pour votre travail colossal. Je pense que vous vous fourvoyez par rapport à l'islam.
Je ne pense pas que ce soit un rempart au nouvel ordre mondial, mais plutôt une arme en On a faveur de répondu. ce dernier. Bah oui. Avec ce côté nuancé que par certains aspects, les musulmans défendent des valeurs respectables et auxquelles j'adhère. Mais en même temps, force est de constater, quand on lit tout ce qui a trait au noachisme, l'islam classique, je ne parle pas du wahhabisme et de l'islam contaminé par les frères musulmans ou les Domnay, l'islam classique, les éléments de base ne heurtent pas le noachisme en faveur de la synagogue. Ça, d'un point de vue factuel, on coche les cases, ça rentre. Non, là, je suis obligé de le dire. Autant je défends d'un côté, mais je dois reconnaître que l'autre, il faut être franc jusqu'au bout. Et je suis d'une nature directe, donc je ne vais pas faire ça. Hein. Allez, dernière question. Aujourd'hui, le noachisme, dans sa philosophie, avec justement le peuple prêtre au-dessus et les non-juifs en dessous, clairement on y est. Est-ce qu'on n'est pas encore arrivé tout au bout peut-être du processus, mais on Il y a encore une marche. Il y a encore une marche. Il y a deux marches. Ouais. On n'est pas loin quand même. Oui. On n'est pas loin dans la configuration de la société d'aujourd'hui. Oui. Donc ça veut dire qu'on approche de ce moment où... ce moment mystique où il y aura le retour de ce Messie, ou alors est-ce que c'est, comme je l'ai compris dans le livre, toujours l'accélération de ces gens qui nous entraînent de toute façon vers le bas pour déclencher la venue du Messie? Oui, la fameuse rédemption par le péché, c'est-à-dire que plus le mal est grand, plus on accélère l'arrivée d'un bien qui n'a aucune valeur, mais selon eux, oui. D'ailleurs, je cite Gershom Scholem qui a des propos extraordinaires, il faudrait que je revoie la page, où il dit qu'en fait, il faut vraiment... il dit bien que l'accumulation du mal permet l'arrivée d'un bien encore plus grand, mais il le développe d'une manière... En fait, j'ai fait que recopier ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Mais pour répondre d'une manière très courte, pour vous dire un peu mon état d'esprit, évidemment, il est hors de question de donner une date, on s'en rapproche. Simplement, j'ai mis en épigraphe dans le livre une phrase très courte. Les temps sont mûrs. Voilà. Après, la récolte, c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, un peu plus, mais c'est pas dans 20 ans. Mais c'est pas dans 20 ans. Voilà, ou 30 ans. En tout cas, merci beaucoup. Je vais remontrer encore le livre. Disponible sur Amazon ou la Fnac, voilà. Voilà, disponible partout. Voilà, un excellent cadeau et vous ne regretterez pas, avec des cartes détaillées, tous les articles, toutes les sources. Alors, pour les sourciers, parce qu'on nous demande toujours, mais les sources. Alors là, je veux dire... Il y a presque 600 notes de bas de page. Comme vous amusez. Et les cartes sont toutes sourcées et les sources des cartes sont toutes à la fin du livre, chapitre par chapitre. Voilà. Donc il y a toutes les sources, il y a toutes les cartes. Beaucoup de cartes inédites d'ailleurs pour ceux qui pensent que ce seraient les mêmes qu'on avait fait dans la première émission. Il y en a d'autres. Ah oui. Énormément. Il y a quelques cartes du passé que j'ai utilisées, mais la plupart sont inédites. Et quand je dis inédites, certaines n'ont jamais été publiées depuis leur parution en 1901 ou 1903. Hein. Voilà. Donc si vous voulez voir les cartes, allez-y et faites-vous plaisir pour ce livre. Merci beaucoup, Pierre Merci Hidard. pour cette invitation. Avec grand plaisir, c'est toujours un grand plaisir. Merci à la régie, merci aux modérateurs connectés, merci aux métanautes. Et écoutez, pour cette dernière de la saison, je n'aurai qu'une chose à vous dire, c'est que vraiment, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao. Merci à la résistance.